Donc le but de cette vidéo est de vous montrer comment traiter la partie objet d'une étude de cas de BTS SEO. Donc je vais commencer par le cas d'Mgive qui est tombé en 2016 à Nouméa. Et c'était la mission 3 qui portait entièrement sur la partie objet. Donc comme d'habitude, pensez d'abord à parcourir rapidement le sujet. Quand c'est la partie objet, je vous conseille, avant d'attaquer vraiment l'écriture des différentes méthodes que l'on vous demande, de regarder en détail le contenu des classes pour bien voir un petit peu comment vous allez pouvoir trouver les différentes informations. Alors au niveau de ce sujet, donc vous avez une introduction qui, enfin, finalement le corps du sujet, c'est un peu du blabla, mais il faut le lire quand même parce que ça vous permet de situer l'action et d'avoir quand même quelques petites informations. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Le module GestApps alimente la base de données en ce qui concerne les absences des salariés. Sa version actuelle est très sommaire, une nouvelle version est à l'étude. La durée d'une absence est exprimée en nombre de jours ouvrables. Certaines absences, exemple les congés annuels, nécessitent une demande d'autorisation que là où le salarié doit formuler. D'autres absences, comme les arrêts de travail, ne nécessitent pas de demande préalable. La nouvelle version du module GEST permettra aux salariés de saisir leur demande d'autorisation d'absence, de visualiser l'état de leur demande, en attente, acceptée ou refusée. Donc là, on voit qu'il va y avoir des états pour les demandes d'absence, de visualiser l'historique de leurs absences et de consulter l'état de leurs différents soldes. Au secrétaire de saisir les arrêts de travail des salariés, aux responsables d'agence de consulter les demandes d'autorisation d'absence et d'y répondre, de consulter l'état des soldes, de visualiser les absences sous la forme de planning hebdomadaire et mensuel. Et enfin au chef d'exploitation de visualiser les absences des déménageurs sous la forme de planning hebdomadaire et mensuel. Un planning d'absence fait apparaître de manière claire, un code couleur a été défini pour présenter les motifs d'absence. Donc on a trois types, les absences qui ne nécessitent pas de demande d'autorisation, les absences dont la demande d'autorisation est en attente et les absences dont la demande d'autorisation est acceptée. L'itération courante du projet a pour objectif de visualiser la visualisation du planning mensuel des absences. Voilà, donc on comprend bien qu'on doit gérer des absences, qu'il y a des absences pour lesquelles il va falloir donner un motif et ces absences, elles seront acceptées, refusées ou en attente. On situe un petit peu l'action. Alors, voyons un peu maintenant les classes. Alors, on vous donne généralement un diagramme de classe, c'est le cas ici, où on retrouve la classe absence avec un certain nombre de méthodes, et entre autres, on retrouve la date de début, la date de fin, le motif de l'absence, le salarié correspondant, enfin la possibilité de récupérer, ce sont tous les getters, l'état, récupérer l'état de l'absence, possibilité de modifier avec le setter l'état de l'absence, de modifier la demande, de récupérer la demande et de récupérer le nombre de jours d'absence. Et vous remarquez qu'à partir d'absence, je peux obtenir le salarié, donc on se doute que dans l'absence, on a une propriété de type objet, le salarié qui sera de type salarié, pour lequel on peut récupérer son matricule, son nom, son prénom. On peut ajouter une absence à un salarié et on peut récupérer les absences en attente. Vous remarquez la multiplicité étoile de ce côté avec les absences, qui veut dire que dans salarié, on va avoir une collection d'absences qui s'appelle les absences pour avoir la liste des absences d'un salarié. Enfin, on a la classe demande absence, où on peut récupérer la date de la demande, la date de la réponse, le motif de refus. On peut récupérer l'absence elle-même correspondante à cette demande. Ça, c'est la récupération d'une propriété objet, la absence, qui est, vous voyez, une multiplicité 1 ici, qui signifie que dans demande, j'ai une propriété qui s'appelle la absence, qui est de type absence. Et on a la possibilité de refuser une absence. Donc ça, une méthode qui doit certainement permettre de changer l'état de l'absence et de mémoriser en fait le refus.
Remarquez la multiplicité 0, 1 ici, ça veut dire qu'on a une propriété, la demande, qui se trouve dans absence et qui sera soit nulle, dans le cas où une absence n'a pas besoin de demande, dans le cas d'une maladie, ou qui contiendra un objet de type demande-absence. Alors, si on regarde le corps des classes, on retrouve la classe salariée. Alors, généralement, on vous met en gras les méthodes que vous allez devoir écrire. Hein. C'est-à-dire, vous voyez, dans les missions demandées, on a 4 méthodes à écrire et on retrouve normalement, c'est assez classique, hein, qu'on mette en gras les méthodes que vous allez devoir écrire. Donc on retrouve salarié avec toutes les informations. Je ne vais pas redétailler hein, les méthodes, hein, mais en tout cas, là on vous donne plus de détails qu'on lira au fur et à mesure qu'on aura besoin des informations. Et puis on vous donne une classe technique qui est la classe date qui contient alors date à faire qui contient un certain nombre de méthodes. Alors on peut récupérer le jour de la date, le mois, l'année. On peut récupérer le nombre de jours du mois. On a une méthode booléenne est avant pour savoir si la date retourne true si la date est avant le paramètre une date. Même chose avec est après, hein, donc ça nous permet de voir hein, de comparer deux dates pour savoir laquelle est avant l'autre. Et jour ouvrable, c'est une méthode booléenne aussi qui permet de savoir si la date est un jour ouvrable. Et puis une méthode qui nous retourne une date, get jour suivant, qui retourne en fait la date correspondant au jour suivant de la date actuelle. Alors, on ne vous donne pas l'interface de la classe list qui permet de gérer les collections, mais on vous donne le fonctionnement d'une collection. Donc, exemple d'utilisation d'une collection, donc on peut déclarer par exemple les salariés, liste salariés, donc ça va être une collection de salariés. On vous montre comment on déclare la collection. Ensuite, alors ne soyez pas étonnés que là il y ait liste et ici ArrayList. ArrayList étant vraiment le nom de la classe. List, en fait, c'est une interface, une classe interface qui est plus générale donc et qui donne et donc ArrayList implémente list, mais à la limite ça, si vous ne le savez pas. Enfin, il y a des chances que vous le sachiez si vous avez l'habitude de coder, mais si vous ne le savez pas, ça ne va pas vous bloquer pour pouvoir résoudre les différentes questions. On vous montre comment on ajoute un élément dans une collection avec la méthode add, comment on récupère un élément d'une collection avec get, et comment on récupère la taille d'une collection avec la méthode size, et on vous montre le parcours classique du for qui permet de parcourir une collection en récupérant à chaque tour de boucle un objet. Vous voyez, il y a un salarié de type salarié, sachant que salarié, c'est bien le type des objets mémorisés dans la collection les salariés, et du coup à chaque tour de boucle, dans un salarié, on a un des objets de la collection et pour lequel on peut faire ce qu'on veut, enfin, par rapport à la classe de cet objet. Voilà, on a fait le tour des éléments que l'on nous explique dans ce sujet. Maintenant, on va pouvoir résoudre un par un, écrire un par un les méthodes demandées. Alors, on vous demande d'écrire ajouter absence de la classe salarié. Donc, c'est cette méthode-là. Donc, je reprends la signature de la méthode. Je vais l'écrire ici. Voilà. Ok. Alors, ajouter absence, on reçoit en paramètre une absence de type absence. Et on veut donc ajoute une absence à la collection les absences. Alors, elle est où? Elle est ici. C'est une propriété privée de la classe dans laquelle je suis actuellement. Donc, évidemment, j'y ai accès. Donc, c'est juste ajouter un élément à ma collection. Donc, je vais travailler sur la collection les absences. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire sur une collection pour ajouter un élément? Eh bien, on l'a vu à l'instant, hein, il y a différentes... On vous explique ici comment on gère une collection. Et entre autres, il y a la méthode add qui permet d'ajouter un élément à une collection. Donc, il suffit que je mette ici add.add.
Et dans les parenthèses, je dois mettre un objet du type de la collection. C'est une collection d'objets de type absence. Or, une absence que je reçois en paramètre est bien un objet de type absence. Donc, je peux sans aucun problème mettre une absence dans les parenthèses pour pouvoir ajouter cet objet à la collection. Voilà, c'était tout pour cette première question. Deuxième question, deuxième méthode, on vous demande de décrire la méthode refusée de la classe demande absence. Alors, demande absence, elle est ici, et la méthode refusée, elle est ici. Donc, je récupère cette méthode, je récupère sa signature. Voilà. Alors, quel est le but de cette méthode? Constate le refus de la demande et en mémorise le motif. Ok, alors, on reçoit un motif de type string et on nous dit qu'il faut le mémoriser. Alors, regardons un petit peu. Il faut toujours d'abord regarder ce qu'on a dans la classe elle-même, hein. Donc, dans la classe elle-même, on a la propriété le motif refus. Eh bien, de toute évidence, il va falloir valoriser cette propriété avec le un motif refus. Donc, dans la propriété le motif refus, je vais affecter, hein, donc le valoriser avec le paramètre un motif refus. Alors, est-ce que je suis obligé de mettre this devant? La réponse est non, puisqu'il n'y a pas d'ambiguïté, les deux noms sont différents. Ici, j'ai un motif refus, et là, j'ai le motif refus. Si le paramètre avait été, le nom du paramètre avait été le motif refus, donc le même nom que la propriété, là, il y aurait eu ambiguïté, et à ce moment-là, le this aurait été obligatoire, puisque l'ordinateur, lui, il va rechercher en premier ce qui est le plus près. Ce qui est le plus près, c'est le paramètre, un motif refus. Donc, si vous mettez enfin, si on avait mis le motif refus, hein, si on avait écrit le motif refus égale le motif refus, et ben l'ordinateur ne fait que affecter dans le paramètre, donc il ne fait rien. Donc, du coup, pour distinguer la propriété du paramètre, on est obligé de préfixer la propriété avec this. Voilà, alors l'erreur dans cette méthode, c'était de s'arrêter là. De dire, bah tiens, on reçoit un motif refus, on affecte dans le motif refus et c'est terminé. Mais c'est pour ça qu'il est important d'avoir bien analysé les classes en premier. Parce qu'en analysant les classes en premier, on se rappelle que le motif refus qui est dans la classe demande absence, il ne faut pas oublier que demande absence est relié à une absence. Et qu'une absence a un état. Donc allons voir la classe absence plus en détail et on voit que dans la classe absence, il y a une propriété le état qui peut prendre les valeurs ATT pour en attente, ACC pour accepter et REF pour refuser. Ça veut dire qu'il faut aussi qu'on s'occupe de préciser que l'absence est refusée, hein, puisque on est dans une méthode refusée, hein, qui est censée refuser l'absence. Donc il faut qu'on modifie l'état de l'absence correspondante. Alors attention, on est dans la classe demande absence et on veut aller dans la classe absence. Donc il faut qu'on passe par un objet et on l'a ici, la absence qui est ici, qui est un objet de type absence qui va nous permettre d'accéder à la classe absence. Donc je sais que je vais pouvoir passer par la absence. À partir de là, je peux mettre un point et accéder, attention, à uniquement ce qui est public dans l'absence. Surtout, n'écrivez pas la absence.leEtat égale ref. Vous êtes conscient que là, on a affaire à une propriété privée, donc on ne peut pas y accéder directement. Donc, puisque je suis à l'extérieur de la classe absence et que j'y accède par un objet de type absence, je ne vais accéder qu'au public. Et dans le public, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai un setter, setLeEtat, qui me permet de valoriser la propriété état. Hein. Rappelez-vous, tout ce qui est get quelque chose, hein, ça permet de récupérer une information. Tout ce qui est set quelque chose, ça permet de valoriser, de modifier la valeur de l'attribut. Donc je vais utiliser cette propriété qui s'appelle donc setLeEtat et qui attend en paramètre un string qui va permettre de valoriser la propriété le état.
Donc ce string, ça va être soit ATT, soit ACC, soit REF. Et là, on est dans le cas d'un refus. Donc ce que je veux, c'est envoyer donc la chaîne, le string REF, pour pouvoir valoriser l'état de l'absence. Voilà. Là, on a bien répondu à toutes les demandes. Donc il y avait un premier piège quand même au niveau de cette méthode qui est simple à faire, mais il ne fallait pas oublier de valoriser l'état de l'absence. Troisième méthode demandée, c'était getAbsence en attente de la classe salarié. Alors dans salarié, on a une méthode getAbsence en attente, c'est celle-là qu'on veut écrire. Donc je récupère sa signature. Voilà. Ok. Alors, on nous dit retourne la collection des absences en attente de traitement par le responsable, c'est-à-dire la collection d'absences dont l'état est ATT. Alors, c'est une question assez classique, hein, c'est-à-dire qu'on vous demande un sous-ensemble d'une collection déjà existante, tout simplement. Alors, on est dans la classe salariée où on a la collection les absences, qui contient toutes les absences. Nous, ce qu'on veut, c'est juste le sous-ensemble des absences ATT, en attente de traitement, par rapport à cet ensemble. Donc, on a besoin de parcourir cette collection et dans cette collection de récupérer les éléments ATT et les mémoriser dans une nouvelle collection. Ça veut dire qu'on a besoin, repérez bien que cette méthode retourne une collection. Et c'est une nouvelle collection que vous allez créer qui va être un sous-ensemble de la grande collection les absences. Donc, il faut que vous créiez dans un premier temps une collection. Alors, donc ça va être... il faut la déclarer. Donc ça va être une collection, je vais y arriver, une liste d'absences, d'objets de type absence. Voilà. Alors, ce sont les absences en attente, et bien on va l'appeler en attente, la collection. J'écris n'importe quoi, tout va bien. Donc j'instancie aussi de cette collection, parce que je la déclare et je l'instancie. Alors, comment savoir la syntaxe précise pour la déclarer et l'instancier? Je vous rappelle que tout ça, c'était donné en détail ici. Hein. On a, vous voyez, on vous dit comment déclarer une collection et comment l'instancier. Alors bon, vous l'écrivez en une seule ligne par habitude, mais vous pourriez l'écrire en 2 lignes. Hein. Donc ça, c'est une syntaxe qui vous était donnée. Alors, une fois que vous avez cette collection, vous savez qu'à la fin, le but de cette méthode, c'est de retourner, enfin de remplir cette collection et de la retourner, puisque on veut retourner une collection de salariés. Donc voilà, forcément, la méthode, elle va se terminer comme ça. Alors à partir de là, ce qu'on veut, c'est remplir cette collection qui va être un sous-ensemble de la grande collection d'absences qui s'appelle donc les absences. Et bien pour ça, il va falloir que je parcours la grande collection. Alors pour parcourir, on vous donne la syntaxe, hein, c'est ceci. Alors je vais reprendre juste, je vais faire un copier-coller de ça et je vais modifier, parce que pour bien vous montrer qu'à chaque fois les syntaxes, on vous les donne. Alors, je vais l'adapter à ce dont j'ai besoin. Donc la collection, elle s'appelle les absences. Et ce que je récupère à chaque fois, c'est un objet de type absence. Donc le type, c'est absence. Et je vais l'appeler une absence. Voilà, donc avec cette boucle, j'obtiens à chaque fois un objet de type absence, une absence qui vient de ma collection les absences. Une fois que j'ai cet objet, eh bien, il suffit que je regarde son état, parce que si c'est un objet, si c'est une absence en attente, je vais l'ajouter dans ma collection en attente. Donc je vais devoir faire un test. Alors ce test, il porte sur mon objet une absence. Et je vais regarder si c'est une absence en attente. Alors, je suis en ce moment dans salarié. Je viens de récupérer un objet de type absence. Donc, je vais pouvoir accéder à tout ce qui est public dans absence.
qu'est-ce que j'ai dans public qui me permet de savoir l'état de l'absence pour savoir si c'est une absence en attente. Puisque l'état, le état, il est en privé. Mais j'ai un getter qui se trouve ici, get le état, qui me permet de récupérer l'état de l'absence. Et c'est ce getter que je vais pouvoir utiliser. Donc get le état, qui n'attend aucun paramètre, mais qui me retourne l'état de l'absence. Et je vous rappelle que l'état, c'est un string qui contient soit ATT, soit ACC, soit REF. Et ce qui m'intéresse, ce sont les absences en attente, donc c'est ATT. Donc il suffit que je regarde que l'état soit égal. Donc je vais faire equals. Et je vais comparer avec ATT. Alors, equals, c'est la comparaison classique qu'on utilise entre objets. Si vous avez mis getEtat, parenthèse, parenthèse, égal, et entre guillemets ATT, on vous le comptera juste à l'examen. Une comparaison directe de chaîne, on va vous l'accepter, mais si vous êtes un peu puriste, vous savez que la comparaison d'objets va se faire avec equals. Donc là, une fois que je suis dans ce if-là, ça veut dire que j'ai affaire à un objet de type, enfin une absence de type en attente. Donc je vais pouvoir l'enregistrer dans ma nouvelle collection. Dans la collection en attente, décidément, je vais y arriver, je vais pouvoir ajouter ce nouvel objet. Alors on l'a vu déjà précédemment, pour ajouter un objet dans une collection, on utilise add. Je vous rappelle ici qu'on s'était donné dans le sujet, je le trouve plus, voilà, c'est add. Donc il suffit que je fasse ici .add, et dans les parenthèses il faut que j'ajoute un objet de type absence, et c'est justement l'absence que je suis en train de traiter que je vais pouvoir ajouter. Donc une absence. Et voilà, cette méthode est terminée. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a deux points importants qu'il faut voir. Le premier, c'est que je n'écris pas forcément linéairement une méthode. Vous voyez, j'ai commencé par écrire, je savais que j'avais besoin de déclarer une nouvelle collection et qu'à la fin, je devais la retourner. Et j'ai commencé par écrire ça. Ensuite, je savais que j'avais besoin d'une boucle, donc j'écris le début et la fin de la boucle. Et puis, j'avais besoin de faire un test, donc j'ai écrit le début et la fin du test. Vous avez moins de chances d'oublier des choses si vous utilisez cette façon d'écrire le code plutôt que d'écrire les choses de façon linéaire, surtout lorsque ça commence à devenir un petit peu compliqué. L'autre chose, c'est que vous avez bien vu qu'à chaque fois je regarde où je suis, dans quelle classe je suis et ce que j'ai le droit de faire. Faites très attention de ne pas utiliser par exemple des propriétés privées à partir du moment où vous n'êtes pas dans la classe. Si vous écrivez un objet point quelque chose, vous ne pouvez accéder qu'à ce qui est public. Vous ne pouvez pas accéder à ce qui est privé. Donc faites très attention à ce genre d'erreur assez classique. Alors il nous reste une dernière méthode à écrire, c'est getJourAbsence. Vous allez voir, c'est crescendo. Au fur et à mesure, ça devient plus compliqué. Donc getJourAbsence qui se trouve ici, qui est dans la classe absence. Donc je récupère comme d'habitude la signature. Voilà. Oups, je fais des bêtises. Y arriver. Ok. Donc, alors, cette méthode, elle retourne une liste de dates et elle reçoit en paramètre un mois et une année. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus? On vous dit retourne la liste des jours ouvrables du mois spécifié que couvre l'absence. Le principe est de parcourir les jours d'absence et vérifier s'ils sont dans le mois spécifié et s'ils sont ouvrables. Exemple, pour une absence allant du 27,5 au 6,6, cette méthode appelée avec les paramètres un mois égale 6 et une année égale 2016 retourne la collection de dates 1,6, 2,6, 3,6, 6,6, car le 4 et 5 juin 2016 ne sont pas des jours ouvrables. Alors,
au début, on vous donne quand même un peu comment ça marche. On vous dit le principe est de parcourir les jours d'absence. Donc n'oublions pas qu'on est dans la partie absence où on a la date de début et la date de fin d'absence. Donc de parcourir les jours d'absence et de vérifier s'ils sont sur le mois spécifié et s'ils sont sur le mois ouvrable. Donc on voit la boucle de parcours et on voit le test dans la boucle. L'air de rien, finalement, on vous donne la structure du programme. Alors n'oubliez pas, on doit retourner une liste. Donc cette liste, il va falloir la créer, la remplir et la retourner. Alors, on va tout de suite commencer par la déclarer et la créer. Donc ça va être une liste de dates. Et ça va être en fait les jours d'absence ouvrables. Alors on va l'appeler jour abs ouvrable. Voilà, et qui va être, donc on l'instancie, hein, qui va être une collection, une arraylist, donc arraylist de datafr. Voilà, et on sait qu'à la fin, le but ça va être de retourner cette liste. Donc return jour apps ouvrable. Donc jour apps ouvrable. Voilà. Alors maintenant qu'on sait qu'on doit remplir cette liste, l'idée c'est on vous dit bien que ce qu'on va faire c'est parcourir. Donc le principe est de parcourir les jours d'absence et vérifier qu'ils sont dans le mois spécifié et ensuite s'ils sont ouvrables. Donc pour parcourir, qu'est-ce qu'on a à notre disposition? Eh bien, on est capable de passer au jour suivant avec le get jour suivant. Donc ça risque d'être assez pratique. Et évidemment, on va partir du début de l'absence et au fur et à mesure on va tester si on n'est pas arrivé en fin d'absence. Et là on a est avant et est après qui nous permet de comparer deux dates. Donc avec get jour suivant on va pouvoir passer au jour suivant, et avec le test avec est après on va pouvoir savoir si on n'a pas dépassé la fin. Donc sachant que ce qu'on veut c'est aller de la date de début à la date de fin et de tester ainsi chaque jour pour savoir si c'est un jour ouvrable et s'il est bien dans le mois et l'année spécifiés. Okay. Donc on va partir, on va récupérer en fait une propriété date courante qui va parcourir toutes les dates, hein, de date début et date fin. Donc ça va être un objet de type date. Donc je vais déclarer un objet de type date que je vais appeler date courante, que je vais faire démarrer à la date actuelle, donc la date début. Et mon principe de la boucle, ça va être le suivant, c'est-à-dire que je vais avancer dans la boucle, hein, je vais avoir une boucle, on verra le test après à mettre dans la boucle, mais le but de ma boucle, c'est bien évidemment à chaque fois de passer à la date suivante, de parcourir toutes les dates. Donc ça veut dire que ma date courante, à chaque fois, elle va recevoir la date suivante, c'est-à-dire la date courante plus 1 en quelque sorte. Alors évidemment, ne faites surtout pas ça, hein. Ça c'est de l'hérésie totale, hein, parce que on a affaire, c'est une insulte à l'objet, hein, comme j'ai l'habitude de dire, vous avez affaire à un objet et vous n'allez pas vous amuser à ajouter plus 1 comme dans une vulgaire variable de type entier par exemple, hein. Donc là on a affaire à un objet de date courante, à nous de voir comment on fait pour passer au jour suivant dans un objet de type datafr. Et effectivement on a la méthode, je vais y arriver, get jour suivant qui vous retourne un objet de type date. Donc là je vais pouvoir faire point get jour suivant. Donc ça va me retourner un objet de type date qui va passer dans date courante. Donc là, on voit bien qu'on va avoir une boucle avec
date courante qui démarre à la date de début, et dans la boucle, je vais passer à chaque fois à la date suivante. Maintenant, il faut que je m'arrête évidemment quand je suis arrivé à la date de fin. Donc le test, ça va être sur la date courante, et il faut que je regarde que ma date courante ne soit pas après la date de fin, et n'est pas dépassée. Effectivement, j'ai la méthode et après, donc je vais tester et après, et en paramètres, je vais regarder la date fin. Alors en réalité, là j'ai bouclé tant que je suis après, c'est pile le contraire que je veux, hein, donc je mets un point d'exclamation devant. Je vais boucler tant que ma date courante n'est pas après la date de fin. Donc je vais bien démarrer la date de début, passer au jour suivant à chaque tour de boucle, et boucler tant que je ne suis pas arrivé à la date de fin. Donc ma boucle est construite maintenant. À l'intérieur de cette boucle, qu'est-ce qui m'intéresse de faire? Eh bien, ce qu'on vous demande clairement dans le message, hein, regardez, on vous dit le principe est de parcourir les jours d'absence. Ça, c'est exactement ce qu'on vient de faire avec notre boucle. Et ensuite de vérifier s'ils sont dans le mois spécifié. Donc le mois spécifié, plus précisément le mois et l'année. Donc il va falloir tester si la date courante est bien dans le mois et l'année reçus en paramètres. Donc ça va être un test. Alors je construis tout de suite mon test. Oups, voilà. Je construis la structure de mon test. Alors mon test, c'est que je vais vérifier que la date courante, elle est du mois et de l'année reçue en paramètres. Ça, comment je le fais? J'ai une méthode getMois et getAnnée qui me permet de récupérer le mois et l'année d'une date. Donc je vais pouvoir utiliser ces méthodes-là. Je vais faire un getMois. Donc si le mois actuel qui est de type int est égal... Oula. Est égal au mois reçu en paramètres, alors c'est un mois. Ensuite, et si l'année, donc la date courante, point getAnnée, qui me retourne aussi un int, est égal à une année reçue en paramètres. Ok, donc là j'ai répondu à la comparaison, vérifier s'ils sont du mois spécifié, et le deuxième test c'est et s'ils sont ouvrables. Donc on va vérifier si la date courante, alors pourquoi j'ai mis la date courante à chaque fois, excusez-moi, c'était date courante tout simplement. Voilà, donc on va vérifier maintenant que la date courante, on va vérifier si c'est une date d'un jour ouvrable. Donc ça, je vais refaire un test supplémentaire et date courante, et là point. Alors qu'est-ce que j'ai dans la classe? J'ai et jour ouvrable qui est un booléen, donc ça tombe bien que ce soit un booléen, et jour ouvrable. Donc vous voyez que le commentaire vous donnez finalement précisément la démarche à suivre, hein, le fait de parcourir et puis de tester pour savoir comment repérer en fait les dates qui nous intéressent et les ajouter dans la collection. Donc une fois que ce test est terminé, il nous reste à faire, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va justement ajouter dans la collection jour absence ouvrable. On va faire un add et on va ajouter la date que l'on vient de repérer, c'est-à-dire date courante, puisqu'elle répond bien à tous les critères. Une fois qu'on a ajouté cette date, vous voyez, on continue la boucle, on passe au jour suivant et on fait le return. Encore une fois, vous avez bien vu comment j'ai abordé le programme, pas du tout de façon linéaire. Je savais que j'avais une liste à créer, donc je déclare ma liste et je sais que je dois la retourner à la fin puisque le type retourné par la méthode c'est une liste. Ensuite je sais, parce que le sujet me dit que je dois parcourir les dates de la date début à la date de fin,
Donc j'utilise une variable qui va me servir à parcourir les dates, donc une variable de type date que j'initialise à date début. Je savais que je devais boucler pour avancer dans les dates, donc j'ai fait un while sans même mettre la condition, mais tout de suite en mettant à la fin de ma boucle le fait que je passais au jour suivant. Ensuite, mon but c'était évidemment d'arrêter dès que j'avais dépassé la date de fin. Et ce n'est qu'après, dans la boucle, que j'ai déclaré, enfin que j'ai écrit mon test en suivant bien les indications du sujet, hein, et en vérifiant que c'était une date du mois et de l'année passée en paramètres, et une date d'un jour ouvrable. Donc vous avez vu la construction qui n'est pas du tout linéaire, hein, qui permet bien de traiter le sujet sans oublier, enfin de façon la plus logique possible et sans oublier des parties. Voilà, on a fait le tour de ce sujet. J'espère que ces explications vous aideront à mieux aborder les sujets suivants.